fois plus de musique, mais 3 fois plus de cadeaux. Oui, si vous suivez le match avec nous samedi, vous avez la possibilité de pronostiquer, de repartir avec des lots. On a déjà un gagnant, oui, qui a pronostiqué juste pour Côte d'Ivoire-Burundi 4-0, qui sera récompensé ce samedi à partir de 15h lors du plateau Côte d'Ivoire à Burkina Faso. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire rapidement cette affiche-là, Henri-Jo? Ça va permettre un match amical du côté des Bimpé. Donc voilà, on remet cela et puis on va voir ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien afin de mieux corriger. Un match amical ouest-africain qui nous attend samedi. D'accord. International ivoirien, il évolue en Serie A et nous fait l'honneur ce soir d'être parmi nous. Oui, on passera le reste de l'émission ensemble. On parle bien sûr de Jérémy Boga, milieu de terrain de l'Atalanta Bergame qui fait son entrée maintenant. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Je pensais, Jérémy, que cette démarche et l'expression du visage, c'était que sur le terrain. Mais là, sur le plateau, on retrouve... Sur le terrain aussi, il faut garder la joie et la bonne humeur partout où on va. Donc, on a un Jérémy Boga sans filtre. Sans filtre. Sans filtre aujourd'hui. Bah, on est content de vous recevoir, tout simplement, Jérémy. Merci à vous. En tout cas, bienvenue. Merci. Voilà. Alors, vous êtes à Abidjan depuis quand déjà? Je suis arrivé lundi soir. Voilà, ça fait maintenant 2-3 jours qu'on est en repos. Et voilà, j'ai profité pour venir rendre visite à la famille et aussi dans les projets qu'on a aussi avec la famille. Et c'est pour ça que je suis là pendant cette trêve. En tout cas, bienvenue et Aquaba encore une fois. Merci. Notre question LGT de ce soir, amicale. Après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso? Le téléphone sera ouvert dans quelques instants seulement, plus 225 24 21 59 93 99. On n'oublie pas la page Facebook de la 3. Et je vois par exemple la réaction de Stéphie Ask qui pose des questions. Oui, il dit simplement la 3, Jérémy Boga. Moi, j'ai des questions. On reviendra naturellement sur ces questions tout au long de ce plateau foot. Alors, vous avez parlé d'actions que vous menez avec la famille. Vous êtes ambassadeur national de Special Olympics Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Oui, c'est un projet qu'on mène avec ma famille. J'ai eu la chance de devenir l'un des ambassadeurs de ce projet. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de pouvoir aider ceux, on va dire, qui n'ont pas les mêmes moyens que moi, ceux qui n'ont pas les mêmes, on va dire, capacités. Et voilà, c'est depuis que je suis en France aussi, à Marseille, on a un projet aussi là-bas. Et voilà, depuis petit, j'ai ça en tête, quoi. Dieu m'a beaucoup donné. Et c'est pour aussi partager avec ceux qui en ont un peu moins, quoi. C'est ça. Et vous trouvez beaucoup de bonheur, de joie à partager, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Vraiment, quand tu reçois un merci de ces enfants-là, c'est beaucoup plus important qu'un merci, tu vois, de tous les jours. Et c'est vraiment des bénédictions pour moi quand tu prends part dans ces projets-là, quoi. Oui, alors c'est un projet louable, hein, Jérémy Boga, félicitations. Merci. Mais au-delà, est-ce que Jérémy Boga envisage d'investir dans un club ivoirien, c'est-à-dire contribuer au développement du football ivoirien? Après ça, c'est des projets futurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Et je pense que pourquoi pas dans le futur, vu que je pense que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Donc je pense que pourquoi pas dans le futur. D'accord. En tout cas, certains joueurs ont démarré. On pense à G27, Ballot. On espère que Jérémy Boga va très rapidement mettre sur pied cette académie-là. Voilà, pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà pensé au nom, même si ça reste un projet? Ah non, ça c'est un projet encore lointain pour l'instant. On se focalise sur d'autres choses, mais on verra. Comment Jérémy Boga a vécu sa toute première sélection? Très bien, très bien. Je me rappelle, c'était avec Wilmot contre la Guinée, je me rappelle, même si on avait perdu ce match-là, mais je me rappelle que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mon premier match, j'étais rentré, le public était énorme. Et je me rappelle encore de la sensation, c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
Oui, et comment vous l'avez vécu dans les vestiaires? C'est-à-dire qu'on veut savoir si vous avez des anecdotes sur votre préparation. Comment est-ce que vous avez géré le stress avant cette grande rencontre? Bon, le stress, il n'y en avait pas trop parce que je pense que moi, j'essaye d'aborder chaque match de la même façon. Donc, je ne me mets pas de stress pour un match ou un autre. Mais voilà, c'était juste le fait d'être devant ma famille. Mon père qui était venu au stade aussi, mon grand frère qui était là. Donc, c'était vraiment une fierté de jouer ce match-là. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop si on va parler de mi-parcours au niveau de votre carrière. Il reste encore des années devant vous, mais quelle est la chose qui vous rend le plus fier de vous? Mais, tout d'abord, c'est d'avoir signé professionnel. Parce qu'en tant que jeune, c'est pas facile. Tout le monde travaille dur, mais c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de réaliser ses rêves. Même s'il y a encore beaucoup de rêves que je veux réaliser. Lesquels? Il y en a beaucoup. Déjà, gagner une CAN avec mon pays, c'est l'un de mes premiers objectifs. Gagner des trophées majeurs aussi en Europe. Et voilà, je vais me donner les moyens pour ça. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de travail à accomplir. Vous avez été beaucoup éloigné des terrains par des blessures. Comment vous avez vécu tout ça? Mais c'est vrai que j'ai eu une période un peu compliquée il y a 2 ans, juste avant de quitter Sassuolo. J'avais beaucoup de blessures, j'avais eu le Covid pendant un long moment. Mais voilà, tout ça, c'est derrière moi. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un kiné aussi avec qui je travaille, un préparateur aussi avec qui je travaille. Et c'est pour ça que ça fait un moment que je ne me blesse plus. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, alors Jérémy, est-ce que vous estimez que ces blessures ont représenté un frein à votre évolution dans la sélection? Dans la sélection, on va dire peut-être parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais pu être là et j'ai raté par cause de blessures. Je pense notamment au match contre le Cameroun à l'extérieur, où on a été éliminé de la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense qu'il y a eu 2-3 moments où j'ai été blessé et qui m'ont un peu freiné, mais comme on dit, c'est tout ce que Dieu fait est bon et je me prépare pour les prochaines échéances. On parle de blessures et Jérémy, actualité oblige, on a Sadio Mané du Sénégal. L'information est tombée il y a quelques minutes, quelques instants. Sadio n'ira pas au mondial, on espérait vraiment beaucoup, mais derrière, les espoirs sont retombés. Un commentaire? Tout le monde. Je pense que même moi, dès que j'ai vu qu'il est sorti sur blessure, un grand joueur comme lui, toute la nation, on va dire tout le continent comptait sur lui. C'est vrai que ça fait mal, voilà, donc on lui souhaite un prompt rétablissement et force à lui, à tout le Sénégal et à ses proches, quoi. D'accord. Henri Jo? Alors, moi, je vais revenir un peu avec l'équipe nationale. Longtemps, nous avons eu ce débat ici concernant le positionnement de Jérémy Boga sur l'aire de jeu, surtout avec les éléphants, parce que depuis longtemps, on parle de ce numéro 10, de ce fameux numéro 10 là, qui manque un peu à la sélection ivoirienne. Et plusieurs personnes voyaient en vous celui-là capable de jouer ce rôle, c'est-à-dire capable d'être derrière les attaquants afin de mieux organiser, surtout avec votre technique, pour distribuer quand même des caviars. Vous-même, quand vous regardez votre profil et surtout vous regardez au niveau de l'équipe nationale, dans quel rôle aimeriez-vous être utilisé? C'est une bonne question. Après, c'est vrai que depuis petit, j'ai été formé en tant que numéro 10. C'est quand je suis rentré dans le mode professionnel que j'ai commencé à jouer un peu plus haut, un peu sur les côtés, un peu devant. Donc je pense que oui, c'est un poste qui peut me convenir. Après, tout dépend du coach, tout dépend du système. Et moi, comme je le fais en club, je m'adapte au système proposé par le coach. Et quand je vais en sélection, je fais de même. Donc, mais après, c'est vrai que c'est un poste qui me plaît. Mais après, je suis à la disposition du coach et de l'équipe. Revenir toujours avec l'équipe nationale, votre première sélection, c'est en 2017. Ensuite, il y a ce long moment-là où on n'a plus de nouvelles de Jérémy Boga. Après, vous revenez. Mais je veux dire, ce long passage à vide avec l'équipe nationale, comment vous le vivez, comment vous l'avez vécu? Honnêtement, très, très mal. Je pense que avec ma famille, on a souffert. Parce que quand même, c'était presque 4 ans. 4 ans sans sélection, sans même pas de message. On était coupé du monde. Donc on va dire que c'était compliqué.
Mais dans ma tête, je me disais juste que je dois m'améliorer en club, je dois faire des meilleures performances en club pour pouvoir être appelé en sélection. Et c'est ce que j'ai fait à Sassuolo. Et après, qui m'a donné de la force pour aller en sélection, quoi. Voilà, parlant de sélection, Henri-Joël Bois, Jérémy Boga et Ballot, sur les 2 derniers regroupements de la sélection, on ne vous a pas vu. Est-ce que vous avez parlé avec Jean-Louis Gasset? Est-ce que vous avez évoqué, bien sûr, cette absence-là, cette non-sélection? Ouais, la première, les 2 sélections où je ne suis pas allé, Ouais. c'est vrai que je ne m'y attendais pas forcément, mais après, c'est vrai que quand il n'y a pas énormément de temps de jeu en club, où il y a des moments un peu plus bas en club, c'est compliqué de venir en sélection et c'est des choix du coach et je les ai acceptés. À moi de reprendre ma place en club et après, je pourrais retrouver la sélection. Mais derrière, physiquement, et le joueur qui écoute son corps, comment Jérémy Boga se sent? Ah, très bien. Je me sens très bien. Je travaille beaucoup. Comme je l'ai dit, j'ai mon préparateur physique qui est avec moi. On travaille énormément. En club, je me sens bien aussi. Et je travaille bien et je pense que je suis prêt à répondre présent sur le terrain. D'accord. Oui, Ballot vous avez dit tout à l'heure que vous mettiez à la disposition de Jean-Louis Gasset, que vous acceptiez ses choix, mais est-ce qu'il a eu l'amabilité d'échanger avec vous pour vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas dans cette liste, où vous n'êtes pas convoqué? Est-ce que vous avez eu un échange avec lui? Oui, ma première sélection que j'ai fait avec lui, on a beaucoup échangé. Après, je pense que des fois, c'est pas tout le temps les choses qu'il faut faire, appeler un joueur pour lui expliquer pourquoi pas. Donc je pense que des fois, il y a des choix qu'il faut assumer. Donc il ne m'a pas appelé, il n'a pas besoin de me dire pourquoi ou pourquoi pas. C'est à moi de répondre présent sur le terrain en club pour qu'il n'y ait pas de discussion à avoir quand les... Mais on se remet un tout petit peu en cause quand même. Moi, personnellement, je me remets toujours en cause. Si je ne suis pas en sélection, c'est pour moi. Le premier fautif, c'est moi. Et après, on peut voir à gauche, à droite. Mais au début, il faut toujours se remettre la faute sur soi-même. D'accord. Henri-Joël Bois. Alors, on va quitter l'équipe nationale au niveau de votre parcours en club. Quand vous êtes, à un moment, vous étiez annoncé à Marseille, en France, un peu partout. Est-ce que ça ne vous a pas tenté à un moment de rejoindre la Ligue 1 française? Honnêtement, toujours. Marseille, ça reste mon club de cœur, comme je l'ai toujours dit. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc c'est vrai que j'ai toujours été tenté. Mais je pense que c'était juste pas le bon moment. Les clubs ne se sont pas aussi mis d'accord, donc je pense qu'on verra dans le futur, pourquoi pas. Oui, mais au-delà de Marseille, est-ce qu'il y a un autre club qui attire Jérémy Boga où vous souhaiteriez évoluer? Honnêtement, en France, Marseille... Pas forcément en France. Hein. En France? Oui, d'autres championnats en Espagne, en Angleterre, en Italie. Bon, vous évoluez déjà en Italie, mais bon. Il est en Italie. Oui, mais bon, vous pouvez aller peut-être à la Roma ou à la Juve. Mais en tout cas, quel est le club qui... Mon club de cœur, ça a toujours été l'OM. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, Donc, Jérémy noté. Boga, c'est l'OM, l'Olympique de Marseille. En tout cas, on reviendra, pourquoi pas, sur l'OM, l'actualité, Payet, derrière le joueur marocain Amin Harit. Amin Harit, merci beaucoup, qui a été blessé dernièrement. On va revenir sur toute cette actualité-là, parce que vous avez évolué avec lui dans des équipes de jeunes avec la France. Voilà, donc en tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jérémy Boga, international ivoirien. On va passer à une autre étape de cette émission, c'est notre Sabuzz. Eh bien, Manchester United, une vidéo qui a fait le buzz. On regarde ensemble, il s'agit bien sûr de CR7, Cristiano Ronaldo. On revient juste après. Les relations sont tendues entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. En critiquant sévèrement son club, Cristiano Ronaldo n'avait certainement pas pesé les conséquences de l'interview vérité qu'il a accordée à Talk TV. En effet, en réponse à cette sortie musclée, le club mancunien a ordonné qu'on retire la photo en hommage de la star portugaise sur les gravés d'Old Trafford. Est-ce la preuve que le divorce est presque consommé entre les deux parties? Ça a vraiment l'air, même s'il faut attendre avant d'en avoir le cœur net. Allez, Cristiano Ronaldo et Manchester United, le feuilleton. On en parle un tout petit peu. Henri-Joël Bois, je sens que vous avez des informations à nous donner. Mais Jérémy, de votre position, comment vous trouvez Cristiano Ronaldo? Est-ce que, quelque part, il vous a inspiré un jour?
Inspiré, oui, je pense qu'il a inspiré tous les joueurs de football, tous les jeunes joueurs. Parce que c'est un bosseur, c'est un gars qui lâche rien. Et je pense que ça inspire beaucoup de jeunes aujourd'hui, moi le premier. Et voilà, ça reste un exemple. D'accord. Henri Jo, Oui. actualité oblige, est-ce que vous avez pu avoir, pour la grande team, des infos, des infos fraîches, oui. Alors, est-ce que j'ai des infos sur cette affaire? Pas grandes informations, mais ce que nous avons vu ça et là, est-ce que ce retrait-là était forcément lié à Ronaldo? Je ne pense pas, parce que certains évoquent... Et surtout à l'interview. Certains évoquent une compétition de rugby, si ma mémoire est bonne, hein, dans les joueurs. Ah, mais ça tombe pile poil au moment où Cristiano fait une sortie. Mais est-ce qu'il est le seul concerné par, je dirais... l'affichage, je ne pense pas. Il va falloir essayer d'avoir toutes les informations avant de mieux se prononcer sur cette affaire. Voilà, il y a eu l'interview, derrière il a dit ce qu'il pensait, ce qui se passait. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il devait le faire? Bon, je ne sais pas, c'est lui seul et son staff qui le savent. Ensuite, d'autres questions, hein, qui sont soulevées. C'est pas la première fois, c'est pas la première année, hein, où il arrive à Manchester. Il est arrivé la saison passée, tout se passait bien, il marquait beaucoup de buts. Là, il n'y a pas eu de critique. Cette saison, c'est un peu bizarre, c'est la galère. C'est compliqué, oui. Et là, il fait des sorties. Bon, c'est à lui seul de voir, mais je ne pense pas que cela soit forcément relié à la personne de Ronaldo. Et à sa sortie, surtout à sa vidéo récente. D'accord. En tout cas, ce soir, on parlera bien sûr des éléphants de Côte d'Ivoire dans quelques instants. Je rappelle juste la question LGT. Après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso? Je rappelle le rendez-vous, c'est ce samedi à partir de 15h sur la 3. Eh bien, il y a un maillot des éléphants de Côte d'Ivoire à gagner tout simplement. Ça se passera sur la page Facebook de la 3. Il va falloir donner le bon pronostic, inviter vos amis à liker et à partager la publication. Balo, est-ce que vous pensez qu'on peut parler déjà de divorce quand on met en avant l'élément vidéo, donc l'interview de Cristiano Ronaldo, où il crache vraiment ses vérités, hein, et derrière cette vidéo qu'on vient de voir? Le divorce est déjà consommé. Je pense que la question ne se pose même plus. C'est clair qu'au mercato prochain, Cristiano Ronaldo ira vers un autre club parce qu'il y a une tension palpable entre lui et le staff, mais entre lui et les dirigeants, et même au-delà avec certaines anciennes gloires de Manchester United. Donc, comme Wayne Rooney. Bien sûr, donc lorsque on est en porte-à-faux avec trois grandes instances, c'est-à-dire le staff, les dirigeants, les anciennes gloires d'un club, clairement, je pense que la voie est ouverte pour aller vers un autre club, et je pense que ça sera véritablement, ça va faire du bien à tout le monde que Cristiano Ronaldo parte dans un autre club. Jérémy, la tournure des événements, qu'en dites-vous là-dessus, tout simplement? Un commentaire par rapport à ça. Le cas Cristiano Ronaldo, on le sait, hein, c'est un joueur emblématique, c'est une légende, clairement. Là, mais la façon dont les choses se passent pour lui en ce moment. Après, c'est un problème interne. Je ne pense pas qu'on a toutes les infos. Donc, c'est compliqué de donner son avis. Après, c'est vrai que ça reste une légende du football. Manchester United aussi est un très grand club, un club historique. Donc, pour les deux parties, j'espère juste que ça va bien se finir, qu'il n'y aura pas tous ces problèmes, quoi. D'accord. En tout cas, le feuilleton se poursuit et Cristiano Ronaldo est au Portugal avec sa sélection pour participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'instant, place à notre actu. Tout juste après leur belle prestation face au Burundi, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce samedi dès 15h sur la 3 le Burkina Faso. Plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est toujours disponible, hein, pour vos messages. En tout cas, merci de faire confiance à la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Ce soir, on parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso? Jérémy, on va utiliser les ardoises pour répondre déjà à cette question. Oui ou non? Voilà. Il faudra juste écrire oui, si vous pensez que les éléphants de Côte d'Ivoire sont suffisamment armés.
Sinon, vous mettez simplement non. Voilà, je reprends la question amicale. Après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso ce samedi même? Ça sera sur la 3 à partir de 15h. Ardoise, messieurs. Oui pour Jérémy. Oui pour Henri-Joël Bois et oui pour... Moi, il faut ajouter même le Brésil. Mohamed Balou. Ah, Même le Brésil. Allez, on profite en même temps pour ouvrir le téléphone car nous comptons sur vous pour réagir. Allez, Jérémy, pourquoi un oui? Parce que déjà pour moi, je pense qu'on a un effectif vraiment talentueux. Et je pense qu'on a l'effectif aussi pour les battre. On l'a déjà fait sur ce match où on a gagné 2-1. Donc je pense que voilà, il faudra juste encore faire un match comme ils l'ont fait, jouer collectif et se battre les uns pour les autres. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on ira de l'avant. D'accord. Balo? Oui, parce que lorsqu'on regarde la dernière prestation date face au Burundi, on était véritablement dans tous les compartiments assez souverains. Il faut dire que depuis 2 ou 3 matchs, en tout cas depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, il y a une politique qui est impulsée, qui est assez intéressante, c'est-à-dire que ceux qui évoluent sont véritablement performants en club et véritablement performants dans les rencontres précédentes des éléphants. Donc c'est cela, on tient compte du fait de ceux qui ont bien évolué, bien joué lors des rencontres précédentes, mais de ceux également qui évoluent bien en club. Donc la performance est le facteur majeur de la sélection de Jean-Louis Gasset. Donc c'est une chose assez intéressante, ce qui donne véritablement de l'espoir pour les rencontres à venir. Henri-Jo, on vous écoute. On s'est dit oui, et même, peut-être je ne l'ai pas signifié, mais vous avez ajouté, même face au Brésil. Le Brésil, parce que, vous savez, lors de la dernière CAN, on avait le meilleur effectif. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai, on s'est fait éliminer par l'Égypte au tir au but, mais on avait le meilleur effectif. Voilà. Et aujourd'hui, avec ce groupe qui était présent, vous avez d'autres joueurs qui sont venus s'ajouter, notamment offensivement. Vous avez Crasso qui est arrivé et qui arrive à s'intégrer facilement et qui participe au travail offensif. Vous avez Seko Fofana aujourd'hui qui, pour moi, fait partie des meilleurs milieux de terrain du côté de la France, qui est arrivé au sein de cette équipe. Quoi de plus intéressant que d'avoir un tel effectif et surtout, je dirais, là où peut-être le problème va se poser, c'est comment faire jouer tous ces joueurs. Et on ne parle même pas de ceux qui sont absents, parce que Jérémy Boga, il est là, parce que ce n'est pas parce qu'il est présent qu'on va essayer de l'encenser, mais c'est un joueur qui peut évoluer sur plusieurs profils. Tout de suite, j'ai parlé du poste de numéro 10, mais en dehors de ça, il peut jouer sur les côtés. Donc, voilà une équipe, voilà un effectif, voilà une sélection qui a en son sein, je dirais, presque que de grands noms. Que de grands noms. On parle de reconstruction. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que le groupe qui est là, ce n'est pas une reconstruction, c'est une équipe normalement solide et un entraîneur normalement devait être capable d'emmener cette équipe-là très très loin. D'où j'ai dit oui, et même le Brésil ne peut pas nous battre si on se concentre. Très bien, merci beaucoup pour la précision. Voilà. Alors, M. Bao Mamadou nous appelle Danyama. Bonsoir, M. Mamadou. Bonsoir, M. JD. Vous allez bien? Bien, ça va. D'accord. Alors, après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso? Je pense bien. Pourquoi? Parce que, vu la physionomie du match, de sérieux qu'ils ont employé lors de ce match-là, s'ils gardent le même état d'esprit, je pense qu'ils peuvent faire mieux même face au Burkina. D'accord. Merci beaucoup, M. Bao Mamadou. Bon, je vais dire à JB encore, oui? j'ai vraiment la chance avec vous parce qu'à chaque fois, je tente de joindre le numéro, ça passe, mais à chaque fois, c'est avec vous que ça passe. Allez. C'est un plaisir, vraiment. Voilà. Bonne émission à vous. Et je salue Jérémy Boga déjà, qui prend le courage et le rôle qu'on lui sied, qu'il essaie de s'imprégner de ça et puis qu'il avance avec l'équipe. D'accord, merci beaucoup, M. Bao Mamadou. Merci. Voilà. Allez, à propos bien sûr de ce match amical contre les étalons du Burkina Faso, nous avons pu tendre notre micro au président de la Fédération burkinabé de football, M. Lazare Bansé. Écoutons-le.
Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le classico sur-régional. Vous savez très bien que c'est un match qui va drainer beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de nos compatriotes ici, qui vivent ici, donc, qui suivent donc l'évolution des étalons. Donc pour eux aussi, ce sera une occasion même si le match ne se joue pas à Abidjan, il sera retransmis, c'est sûr. Ce sera une occasion aussi de tester leur sélection nationale par rapport à la Côte d'Ivoire, qui reste, il faut le reconnaître, une référence, une grande nation de football. Donc pour nous, je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir tester cette équipe jeune que nous avons, donc qui monte en puissance, pour voir à quel niveau elle est. Et je pense que la Côte d'Ivoire restera toujours un bon partenaire. Pour les deux pays, 50-50. Ces deux équipes aujourd'hui se valent, hein, mais peut-être il faut reconnaître à la Côte d'Ivoire aussi un certain nombre de joueurs peut-être beaucoup plus expérimentés, il faut le reconnaître. Nous sommes une jeune équipe en construction, donc qui a fait ses preuves, c'est vrai, à la CAN, mais qui a encore du chemin à faire. Donc nous nous préparons pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un objectif primordial. Nous le devons à notre peuple et nous le devons aussi à notre diaspora qui est ici et qui nous attend de devoir jouer et de venir remplir les stades. Parce que ici, jouer en Côte d'Ivoire pour 2024, c'est comme si on jouait aussi chez nous. C'est deux pays frères, donc je pense que c'est une belle occasion pour nous de nous tester avec les éléphants et aussi de pouvoir nous retrouver en 2024 ici pour cette grande fête. Et nous savons que la Côte d'Ivoire reste ce grand pays d'hospitalité que nous connaissons, puisque beaucoup de nos compatriotes sont ici et vivent, je dirais, à l'aise et sont accueillis comme des frères. Pour nous, je pense que c'est important que 2024, que nous puissions être à 2024 ici en Côte d'Ivoire. Allez, à l'instant, le président de la Fédération burkinabé de football, Monsieur Lazare Bansi. Alors, Balo, on va revenir un tout petit peu sur cette compo et surtout sur le poste de gardien de but qu'on juge très sensible. Est-ce que vous pensez que là, face au Burkina Faso, eh bien, on doit essayer un autre gardien autre que Badra? Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible, mais c'est peu probable, compte tenu de ce que Jean-Louis Gasset a fait comme choix en ce qui concerne le Burundi. Il aurait pu, face au Burundi, avec toute l'aisance de cette équipe, toute la souveraineté dans le jeu de cette équipe, essayer un autre gardien. Il ne l'a pas fait, donc je ne pense pas qu'il va le faire face au Burkina. Et je pense que ça n'est pas le lieu aussi, hein, puisque le Burkina est quand même d'un pédigré un peu plus élevé que le Burundi. Donc je ne pense pas que ça soit cohérent de ne pas essayer d'autres gardiens face au Burundi et d'essayer d'autres gardiens face au Burkina Faso. Jérémy, vous en pensez quoi, justement, par rapport à ce poste-là? Est-ce que vous pensez que face au Burkina, on doit et on peut, surtout, hein, c'est vrai, hein, derrière c'est Jean-Louis Gasset qui décide, mais est-ce que vous pensez intérieurement qu'on doit essayer un autre portier? Après, c'est compliqué à dire. Je pense que tous les gardiens qui sont appelés, ils sont là parce qu'ils méritent. Donc je pense qu'ils sont tous bons. Donc voilà, après, comme je le dis, c'est au coach de prendre sa décision et après, nous, on sera derrière pour donner la force à l'équipe. Bah, je comprends la position de Jérémy Boga. Oui, rapidement, Henri Jo. Alors, il faut le voir à deux niveaux. Vous savez, et là, je suis d'accord avec Balo. Pour le premier match face au Burundi, qui pour moi est un adversaire prenable, on aurait dû essayer un autre gardien que Sangaré Badra. Parce que moi, quand j'ai vu la campagne, je me suis posé cette question, mais pourquoi ne pas essayer soit Ira Tapé ou Issa Fofana dans ce match qui, pour moi, la Côte d'Ivoire jouera sans difficulté face à une équipe qui peut être en train de se chercher. Mais mettre un nouveau gardien face au Burkina, il y a deux résultats. Soit il est très bon, et là, il est lancé. À partir de ce moment, on se dit, ah ben ok, en l'absence de Badra, on a un nouveau gardien sur qui on peut s'appuyer. Soit il passe au travers de son match et on le brise. Parce qu'on sait le faire très bien en Côte d'Ivoire. Il fait un mauvais match, c'est terminé. Voilà, derrière, tout le monde va s'acharner sur lui. Donc, il faut le voir de ces deux côtés-là. Maintenant, c'est comme Jérémy l'a dit, peut-être, voilà,
est un peu diplomatique pour lui, mais est-ce que c'est le coach qui fait ses choix, mais est-ce que c'est le moment face à une équipe comme le Burkina? Le président de la fédération venait de le dire à l'instant, avec beaucoup de jeunes qui sont en train de monter, de grandir. Est-ce que c'est le moment d'essayer un nouveau gardien dans ce match? Je ne pense pas. Mais on peut le faire et ça va bien se passer. Derrière, il peut y avoir toutes les gloires. Pour qu'il vraiment puisse prendre... D'autant plus que l'ambiance serait électrique. Monsieur Diomandé, Memafa est en ligne, il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, JB. Vous allez bien? Rassurez-moi. Oui, je vais bien. D'accord. Salut Jérémy Bouga, Henri Jo et Mohamed Balo. Oui, bonsoir, monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé, quel est votre avis sur notre question LJT? Bon, pour moi, l'équipe nationale est bien armée pour affronter le Burkina. Voilà, vous savez, on est en marche, on est en route pour la CAN en Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, quand vous voyez l'évolution de l'équipe, Henri Jo l'a dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui manquent, mais on ne les sent pas. Seko Fofana, Franck Kessié, Jérémy Boga, que nous avons ici en plateau. Ahmed Traoré, Ahmed Diallo. Amad Diallo. Voilà, Ahmed Diallo, tout cela manque. Mais je voulais demander à les observateurs ivoiriens, nos consultants, d'être moins durs avec notre équipe nationale. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté. Parce qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire rapporte un match, au lieu d'être fier de la victoire, on a toujours quelque chose à dire. Je pense que M. Diomandé, nous sommes tous fiers. Et derrière, comme j'aime le dire et j'aime le rappeler aussi, je pense que derrière, ce sont des avis qui restent vraiment personnels. Et nous sommes en droit derrière de respecter ces avis-là, tout comme nous respectons l'avis que vous venez de donner. Voilà. Oui, non, je ne parle pas de vous, M. Chibé. C'est pas de vous. Oui, je sais. Je parle de tous les observateurs, pas seulement ceux qui sont à la télé. Voilà, parce que quand on gagne le Burkina, on viendra nous dire non, c'était pas une bonne équipe de Burkina, attendons la Côte d'Ivoire face à le Cameroun. On finit de battre le Cameroun par exemple, on nous dira non, il faut qu'on voit la Côte d'Ivoire face au Brésil. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a quelque chose à dire lorsque la Côte d'Ivoire rapporte un match. Et ça, je voudrais que quand ça va pas, on n'a qu'à avoir le courage de le dire. Mais une fois ça va, franchement dire, ayant le courage d'apprécier d'autres équipes, c'est comme ça aussi qu'on pourra galvaniser nos troupes. Merci beaucoup, M. Diomandé. Voilà. Allez, toujours concernant l'affiche du samedi, je rappelle le programme, ce sera à 15h sur la 3. Eh bien, les journalistes burkinabés se prononcent. Voici l'élément. Côte d'Ivoire-Burkina, il faut savoir que c'est un match qui n'aura rien d'amical, car quand on sait la rivalité qui existe entre ces deux pays voisins, aucun match n'est purement amical. Et d'ailleurs, le sélectionneur l'a lui-même dit en conférence de presse, on va jouer ce match pour gagner parce que c'est un match important justement pour la confiance. Et aussi, c'est une manière de vaincre donc un signe indien quand on sait que ces dernières années, donc, le Burkina, surtout sur les A, a rarement battu donc, la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un match qui va être très ouvert, je pense, à moins que l'enjeu, donc, à savoir donc cette rivalité-là, ne tue ou ne prime sur le jeu, alors que c'est vraisemblablement, si l'on considère donc ces 2 dernières, voire ces 3 dernières décennies, c'est l'une des rares fois que les étalons du Burkina donc, sont légèrement au-dessus des éléphants de Côte d'Ivoire, quand on sait que sur la forme du moment, les footballeurs burkinabés brillent un peu partout et pris individuellement, beaucoup de joueurs burkinabés également font donc de belles choses dans leur club actuellement, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les joueurs ivoiriens. Et il faut dire que ce match sera, à mon sens, donc, un peu fermé au départ. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le match, il sera ouvert. Et je pense que les poulains donc, du sélectionneur Hubert Velud pourront tirer leur épingle du jeu, tout en sachant qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ont faim, qui ont envie de démontrer quelque chose, qui ont envie justement de prouver qu'on peut compter sur eux et qu'ils peuvent
pourquoi pas nous ramener notre première étoile donc, sur le continent africain. Je pense que avec déjà dans les cages un joueur comme Hervé Kofi, en défense également, on n'a pas beaucoup à craindre hein, avec des garçons comme Edmond Tassoura ou encore Issoufou Dayo, même s'il est encore incertain, ou encore Adamo Nagalo qui démontre de très belles choses hein, à Nord-Jylland, donc en première division danoise. Au milieu, c'est au milieu que, à mon sens, on aura un peu plus de difficultés. Hein. C'est juste amical de nom, sinon il n'y a rien d'amical entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est un derby ouest-africain. Vous savez que lorsque ces deux équipes-là se croisent, il y a toujours des étincelles. On se rappelle encore de cette défaite qui est restée au travers de la gorge des Burkinabés au stade Alassane Ouattara de Bibé. Les Burkinabés ont envie de prendre les revanches. Malheureusement, pour l'équipe de Ibé, les Burkinabés arrivent avec quelques absences, dont celle de Issoufou Dayo, l'absence aussi de Abdou Guébré comme latéral à gauche. Il va falloir donc pour Ibé remodeler son bastion défensif et pire, un milieu à reconstruire pour faire face à l'armada médian de la Côte d'Ivoire. C'est le gros défi qui attend les étalons du Burkina. Qu'à cela ne tienne, c'est un match qu'il va falloir aborder avec beaucoup d'engagement. Vous savez, les Burkinabés feront tout pour arracher une victoire face à ces éléphants de Côte d'Ivoire qui, depuis un bout de temps, commencent à nous titiller et ça dérange véritablement. Maintenant que les étalons sont de plus en plus présents sur l'échiquier européen, on a envie aussi de montrer, de sortir les muscles avant bien sûr la CAN chez vous en Côte d'Ivoire. On a envie déjà de montrer qu'on fait partie de ceux-là qui viendront en Côte d'Ivoire pour tenter de repartir avec le trophée. Allez, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est ce samedi à partir de 15h sur la 3. Nous allons marquer une courte pause. Des nouvelles de Sébastien Haller, c'est juste après. Vous êtes sur la 3 et vous suivez votre émission de sport La Grande Team. Oui, ici c'est 100% sport et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir l'international ivoirien Jérémy Boga avec qui nous passons un très bon moment. Un petit rappel pour vous, oui, ce vendredi 18 novembre 2022 concernant le deuxième tour éliminatoire de la balle, les demi-finales opposeront Bangui Sporting Club à Slack à partir de 16h30 sur la 3 et le stade malien sera face à ABC Fighters à partir de 18h15, toujours sur la 3. Deux affiches vraiment qui feront des étincelles à ne pas vraiment manquer sur la 3. Voilà. Sébastien Haller sera sur le billard. Le joueur l'a annoncé lui-même via ses différents comptes. Il sera opéré de sa tumeur. Encore une fois, nos pensées vont vers Seb Haller. En tout cas, nous lui envoyons beaucoup de bonnes vibrations concernant bien sûr cette étape assez difficile qu'il traverse. Voilà le message de Sébastien Haller justement. Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite au chimio. Je vous annonce que le combat n'est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m'éloigne des terrains. Je tiens à tous vous remercier pour les messages de soutien et la force que vous me donnez dans cette épreuve. Hâte de tous vous retrouver. Jérémy, c'était quand la dernière fois que vous avez eu à échanger avec Seb Haller ? C'était quand on a appris la mauvaise nouvelle. Je lui ai envoyé un message pour tout simplement lui apporter mon soutien, lui donner de la force. Parce que vraiment c'était une nouvelle, on va dire, compliquée à accepter pour tous, pour nous tous, pour toute la sélection. Et voilà, encore aujourd'hui, on ne donne que de la force et on espère qu'il pourra vite retrouver les terrains, mais tout d'abord retrouver une bonne santé et garder la joie comme il le fait toujours. Et pendant l'avant-dernier regroupement en septembre pour la trêve, derrière on a vu des t-shirts que les joueurs ont arborés. C'était des t-shirts noirs avec un message de soutien à Seb Haller. Vous avez apprécié, j'imagine? Oui, c'est sûr que c'était un beau geste. Malgré, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est lui donner la force à travers les réseaux, à travers des messages, des appels. Et voilà, et prier pour lui pour qu'il retrouve cette santé et qu'il soit bien pour pouvoir retrouver les terrains. Dans ce même élan, Balo, un message à adresser à Seb Haller?
Oui, beaucoup de courage parce que c'est pas très facile de subir cette tumeur-là avec tout ce que ça comporte comme traitement. La chimiothérapie, c'est quelque chose de très demandant physiquement. Il a besoin d'un moral d'acier et véritablement courage et on l'attend en équipe nationale avec impatience. C'est ce qu'on peut dire. Ballot, Henri Joël Bois, on le sait, seul le corps de Seb Alors et les médecins, naturellement, pourront nous informer après, bien sûr, cette opération. Mais est-ce que, intérieurement, vous, personnellement, vous êtes convaincu que Seb Alors pourra revenir 3 fois plus fort comme la 3 ? Il va revenir, il n'y a rien. Voilà, lui-même il a dit, c'est un combat. Et en tant qu'éléphant, vous savez, l'éléphant, il gagne beaucoup de combats. Hein. Donc, on espère, on sait qu'il va revenir. Peut-être la période, pour l'instant, on ne sait pas. Il va falloir finir cette deuxième opération et puis ensuite voir comment est-ce que le corps réagit à tout ça avant de fixer une date. Mais il va revenir. Le plus important, comme Jérémy le disait, c'est la santé d'abord. Il faut déjà avoir la santé et puis ensuite voir dans quelles conditions reprendre les entraînements, tout et tout. Donc voilà, moi je sais qu'il va revenir, sauf que peut-être on n'a pas la date. Voilà, maintenant derrière aussi, c'est le soutien. Le soutien non seulement du club, de sa famille, de la Fédé, de tous les Ivoiriens, de tout le monde entier, tout le monde sportif, pour qu'ils se sentent accompagnés dans cette phase-là. Parce que cela aussi, ça permet de vite guérir. Quand vous sentez ce soutien-là, quand vous sentez les encouragements, derrière, ça vous motive à plus vous battre. À plus vous battre, mais à plus vouloir cette rapide guérison-là. Et le corps réagit en fonction de cela. Voilà. Donc j'espère qu'il va revenir très très fort. Parce qu'il y a une CAN qui nous attend. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Parce que à cette CAN-là, le jour où on donnera les médailles et le trophée, il doit être là. Il doit être là. Parce qu'on va remporter. Voilà. Et on a la foi que Seb Alors retrouvera très rapidement la santé. Eh bien, les Ivoiriens ne cachent pas leur amour pour Seb Alors. Eh bien, ils se sont encore exprimés bien. Voici ce que ça donne. Je voudrais comme ça présenter des mots d'encouragement à notre international footballeur Sébastien Alors. Voilà, que prompt rétablissement à lui. En tout cas, courage à lui. Je lui souhaite beaucoup de courage pour son opération et qu'il nous revienne vite. Pour Alors, notre star à tous, j'aimerais dire bon courage, bonne guérison, que cette seconde opération se passe très bien et qu'il nous revienne vite pour nous marquer encore des buts comme notre cher Didier Drogba. Nous les Ivoiriens, nous sommes de cœur avec lui. Voilà. Nous souhaitons qu'il revienne en pleine force pour pouvoir participer au match de la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis de tout cœur avec Alain. Deuxième opération là soit vraiment positive, qu'il puisse nous apporter beaucoup de choses. Ça me touche, mais on prie le bon Dieu que l'opération se passe bien, dans de bonnes conditions et qu'il se retrouve sur le terrain pour montrer ce qu'il sait faire encore davantage. On prie toujours pour lui et que l'opération se passe bien. Que Dieu soit avec lui. Allez, en tout cas, d'une même voix, comme depuis le début, nous souhaitons prompt rétablissement à Sébastien Alors. Jérémy Boga, participer à une phase finale de Coupe du Monde, vous l'avez certainement dans un coin de la tête, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que maintenant on va la regarder à la télé. On est très déçus de ne pas y être, mais ça reste un rêve de tout gamin, de jouer une Coupe du Monde. Et voilà, on va tout faire pour être à la prochaine, même si avant ça, va falloir faire quelque chose de grand à la CAN. Mais derrière, comment vous l'imaginez? Dessinons un tout petit peu. Enfin, comment vous l'imaginez, cette Coupe du Monde-là, avec la Côte d'Ivoire? L'imaginer, c'est... Allez, faites un effort. L'imaginer, c'est aller le plus loin possible. L'imaginer, c'est de voir toute la joie des supporters du peuple ivoirien après des victoires, après des buts. Et voilà, de prendre du plaisir et aller le plus loin possible. Eh bien, voilà, on va profiter de cette petite brèche pour aller à notre rubrique Direction Qatar, tout simplement. Le Brésil est assurément le pays qui domine outrageusement, le tableau des nations, vainqueur de la Coupe du Monde. Ballot, le Brésil, cette année, ça fait peur pour Qatar 2022, n'est-ce pas? Surtout quand on regarde simplement l'attaque.
Oui, ça fait peur et je pense que le Brésil a toujours eu un effectif quand même assez intéressant lorsqu'on remonte dans les Coupes du Monde anciennes, les Socrates, les Zico, en passant par Ronaldinho, Rivaldo, Romario. C'est une marque brésilienne d'avoir de grands talents, sauf que la différence cette année, c'est on a de grands joueurs dans l'entrejeu, des joueurs qui peuvent faire un gros travail athlétique, physique, comme des Casemiro, un gros travail de récupération. On a aussi de bons défenseurs derrière, ce qui n'était pas forcément le cas lorsque le Brésil évoluait avec ces grandes stars. Maintenant, je pense qu'il y a un équilibre, un plus grand équilibre entre les forces offensives et les forces défensives. Donc, effectivement, c'est ce qui peut faire mal. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Vous avez la possibilité de vous défendre. C'est vrai que l'attaque fait peur. L'attaque du Brésil fait peur. Le milieu fait peur. Les gardiens, ils sont très bons, mais les défenseurs, il faut... Non, c'est pas... Militao, et derrière Militao, c'est un bon défenseur. Aujourd'hui, il y a Thiago. Mais Thiago, il a 38 ans. Thiago Silva, Non, mais attendez. On va se calmer. D'accord, allez, Henri-Jo, allez-y. Vous avez Alves qui a 39 ans. Vous avez Alex Telles. À Manchester, il ne s'est pas retrouvé. Il s'est retrouvé à Séville. Mais c'est une somme d'expérience. Voilà, il ne sait pas s'il fait une bonne saison. Vous avez celui qui était à la Juve, le gaucher qui était à la Juve, dont le nom m'échappe. Alessandro, qui n'est plus le même Alessandro d'il y a 2 saisons. C'est vrai, offensivement, ça va. Mais défensivement, vous craignez pour la défense. Voilà, défensivement, ça va être le gros point d'interrogation. Parce que si le Brésil rencontre une équipe comme l'Allemagne, avec cette défense-là, le Brésil ne passera pas. Ils ont quand même du potentiel. D'accord. Allez, on ne fera pas forcément le tour de ces pays que nous avons eu dans cette vidéo. Mais Jérémy, derrière, qu'est-ce qui explique selon vous cette domination du Brésil sur cette compétition? Je pense que c'est les gros noms qu'ils ont dans leur équipe. Ils ont un effectif assez complet, très talentueux même. Donc je pense que ils font... Vous ne misez pas sur la particularité du football brésilien? Si, ils ont un style de jeu particulier. On sait que c'est des joueurs qui aiment dribbler, des joueurs très techniques. Mais après, il faudra voir aussi contre les équipes un peu plus de haut niveau s'ils arriveront à faire les mêmes choses. Mais je pense que oui, c'est une équipe qui fait peur. D'accord, rapidement, et ça s'explique aussi par la formation des clubs brésiliens. On a Flamengo, on a Santos, on a Corinthians, qui ont la capacité de mettre en valeur des phénomènes pratiquement chaque année au Brésil. Mais il faut rappeler aussi que les joueurs brésiliens, dans leur pratique du football, évoluent aussi en futsal. C'est la particularité du football brésilien qui permet tout simplement de développer des prédispositions techniques assez intéressantes. Rapidement, c'est vrai que le Brésil... historiquement, ils sont devant tout le monde, mais il ne faut pas aussi oublier que depuis 2002, ils n'ont rien remporté. Oui, ça c'est à noter, c'est important. Ils n'ont rien remporté. Jérémy, revenons un tout petit peu vers vous, parce que nous tendons allègrement vers la fin de cette émission, ce numéro de LJT. Alors, derrière la CAN, c'est dans pratiquement 1 an, on va le dire comme ça, globalement. Est-ce que vous, psychologiquement, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. On va dire que j'attends que ça. Voilà, je vais essayer de me préparer au max en club pour pouvoir être appelé et faire participer à cette CAN qui est à domicile. Ça va être quelque chose de grand, je pense, d'avoir nos proches, nos familles, tout ce peuple derrière nous. Et je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de grand pour cette CAN. Eh bien, vous avez égrené au début de cette émission beaucoup d'objectifs. Avec la sélection de Côte d'Ivoire, quels sont vos objectifs? Je pense que j'ai beaucoup d'exemples dans cette équipe avec des joueurs qui ont déjà remporté la CAN. Ils m'ont fait des retours et je pense que vraiment gagner une CAN avec son pays, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça reste mon premier objectif. Et après, la Coupe du Monde, aller le plus loin possible. Et pourquoi pas en gagner une. Voilà, je pense que, comme on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et voilà, je pense qu'on doit mettre toutes ces chances-là de notre côté aussi pour pouvoir rêver aussi à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Boga, Jérémy? D'avoir la santé, d'être éloigné des blessures. Et voilà, pour moi, c'est le plus important, la santé, être éloigné des blessures. Après, le foot, ça vient après. Jérémy, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà. Ballot, merci beaucoup. Henri-Joël Bois? Oui, merci à tous. Vous voulez une question, un sujet de réflexion à rendre demain? Demain, j'invite tout le monde à suivre le basket. Voilà, nous serons au Palais des Sports pour cette demi-finale.
Je serai là pour le commentaire des 2 matchs. Donc voilà, j'invite tout le monde à suivre. Et surtout, à venir au Palais pour soutenir l'ABC parce que ça sera difficile. Face au Stade Malien, ça sera très compliqué. D'accord. Jérémy, le retour est prévu pour quand déjà en Italie? On reprend le 28 novembre. Donc moi, je vais rentrer 3-4 jours avant. Comme ça, on ne sait jamais, pour ne pas avoir de retard. Mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai profité un peu avec la famille. Et après, je rentrerai en Italie. D'accord. Allez, LGT pour aujourd'hui, Féru de sport, c'est fini. Quelques rendez-vous pour vous. Nous offrons 3 fois plus de directs, vous le savez. Allez, le vendredi 18 novembre, donc dans quelques heures seulement, le 2e tour éliminatoire de la balle. Les demi-finales opposeront donc Bangui Sporting Club à Slack. Et puis, ça sera à partir de 16h30. Le Stade Malien sera opposé à l'ABC à partir de 18h45. Tout ça, c'est en direct. Et puis, le samedi 19 novembre 2022, match amical Burkina-Côte d'Ivoire à partir de 15h. C'est en direct. Il y a un maillot des éléphants de Côte d'Ivoire à gagner. Donc derrière, il y aura également le 2e tour éliminatoire de la balle. Cette fois-ci, le match de classement. Et puis, à partir de 18h, la finale à partir de 21h GMT, 21h00, ça sera samedi. Voilà, donc beaucoup de choses à vous faire vivre le samedi. Et puis, le mardi 22 novembre 2022, la 10e journée de la Ligue 2 ivoirienne, JCA, ESP Bouaké à partir de 14h45. Vous aurez également COE Sport au Cetabo à partir de 18h. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus.